Je vais démarrer tranquillement, puis ça laissera le temps aux gens de se joindre à nous. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire Dossier noir de la déscolarisation des pistes pour mieux mesurer l'ampleur du phénomène et ses impacts. Je suis Stéphanie Hood, je suis professionnelle de recherche, coordonnatrice à l'Observatoire des profilages. Avant d'aller plus loin, peut-être quelques consignes techniques. On vous demanderait de garder vos micros fermés pendant la présentation. Lors de la période de questions, vous allez être invité à prendre la parole, puis à ce moment-là, vous pourrez ouvrir vos micros. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat pendant la présentation, puis on pourra en tenir compte également lors de la période de questions. Aussi, peut-être un petit mot sur la rencontre est enregistrée. Il y a seulement la portion de la présentation qui va être enregistrée et ensuite rendue disponible sur les plateformes de l'Observatoire, mais la portion discussion, échange, questions à la fin ne sera pas enregistrée. Donc, sentez-vous bien à l'aise d'interagir avec nos présentateurs, présentatrices. Voilà, on a aussi comme pratique de faire une reconnaissance du territoire non cédé. Donc, je pense l'avoir adapté parce qu'on a des gens de Québec, mais n'hésitez pas à me reprendre s'il manque quoi que ce soit. Donc, nous reconnaissons au sein de l'Observatoire que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Montréal, Tiohtià:ke, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, surtout Kanien'kehá:ka. Nos conférenciers et conférencières sont à Québec, qui est une ville située à la croisée de plusieurs nations, dont Wabanaki, Innu et Atikamekw. Dès lors, nous, membres de l'Observatoire des profilages, nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des peuples autochtones dans la communauté et dans nos activités. Donc, je vais aussi prendre quelques instants pour présenter l'Observatoire des profilages parce qu'on a beaucoup de gens peut-être qui ne nous connaissent pas, là. Il y a un grand auditoire aujourd'hui. Donc, l'Observatoire des profilages, c'est une structure de recherche partenariale qui regroupe plus d'une quarantaine de chercheurs, une vingtaine de partenaires communautaires et institutionnels et plus de 80 étudiants et diplômés de la maîtrise et du doctorat qui proviennent de disciplines variées, notamment le travail social, le droit, la criminologie, la science politique, la sociologie et l'administration publique. Les travaux de l'Observatoire portent sur les pratiques et les expériences de profilage dans les secteurs de la police, de la justice, des services correctionnels, de la protection de la jeunesse, de la santé des services sociaux, de l'aide sociale et de la migration. Assurant une veille et une vigilance, il vise à développer des nouvelles connaissances sur les pratiques et les expériences de profilage, mais aussi à développer des plaidoyers pour soutenir des changements dans les politiques et les pratiques institutionnelles. Je vais aussi prendre quelques instants pour mentionner, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas l'Observatoire, qui n'auraient pas su la nouvelle et je ne peux le passer sous silence, la directrice de l'Observatoire des profilages, Céline Bello, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, est décédée le 4 janvier dernier. Céline a consacré sa carrière à la mise en lumière des enjeux touchant les populations marginalisées, itinérantes et profilées mobilisant chercheurs, intervenants, partenaires et personnes concernées. Elle a contribué significativement au travail social, à la criminologie et à la défense des droits des personnes marginalisées. Elle a créé avec des collègues et des partenaires une première mouture de l'Observatoire dès 2012. Vous pourrez trouver tout l'historique de l'Observatoire, mais aussi les informations sur les accomplissements professionnels et la carrière de Céline aussi sur le site Web. Donc, je fais ça court. Je vous informe aussi qu'il y aura diverses activités qui sont en cours de préparation actuellement là, pour lui rendre hommage, mais aussi souligner son apport considérable à la recherche, au milieu académique, mais aussi aux luttes du milieu communautaire et à la défense des droits des personnes marginalisées. Puis, on va tenir les gens informés via notre infolettre qui est aussi, c'est aussi possible de s'inscrire là, sur le site web de l'Observatoire. Je pourrais vous mettre le lien dans le chat tout à l'heure.
Donc, à l'Observatoire, on a choisi là, de maintenir les activités qui étaient déjà prévues au calendrier, dont le webinaire d'aujourd'hui, parce qu'elle nous aurait certainement dit de continuer. Donc, merci à Laurence, à Patrice, puis aussi, il va y avoir Christine Vézina qui va se joindre à nous un peu plus tard. Euh, voilà. Puis, merci à tout le monde d'être là. Bon webinaire. Je passe maintenant à la portion qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le webinaire concernant le dossier noir de la déscolarisation. On a avec nous aujourd'hui Laurence Simard-Gagnon, qui est professeure au département de psychosociologie et de travail social de l'Université du Québec à Rimouski et membre du Comité pour le droit à la scolarisation. Et puis, on a Patrice Lemieux-Breton aussi qui est avec nous, coordonnateur du comité pour le droit à la scolarisation aussi. Voilà, ben, je crois que je passe la parole à Laurence. C'est ça? Voilà. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci en fait à l'Observatoire de nous accueillir, là, notamment au lendemain là, du décès de Céline. C'est vraiment un drôle de contexte aussi. En fait, pour ma part et le Comité pour le droit à la scolarisation, on est vraiment très nouvellement affiliés là, à l'Observatoire. Donc, on n'a pas eu la chance de beaucoup connaître Céline, mais on a déjà vu sa générosité, son accueil, son soutien vraiment incommensurable. Déjà en décembre, tu sais, elle nous aidait là, à préparer une demande de subvention. Donc, tu sais, je profite là, de la tribune que j'ai finalement pour offrir là, mes plus sincères condoléances là, à tous ceux et ceux qui l'ont bien mieux connu que moi, ses proches, ses collègues, puis tout le milieu finalement du communautaire là, qui est un peu en deuil en ce moment. Donc, merci à l'Observatoire, puis merci à tout le monde en fait d'être là aujourd'hui, d'avoir pris le temps là, dans votre heure de dîner pour venir partager, en fait, s'informer sur le sujet, puis et idéalement partager aussi avec nous. Là, je suis en train de partager mon écran. Est-ce que tout le monde est-ce qu'on le voit bien? Ça va? Bon. Donc, oui, notre présentation, dossier noir de la déscolarisation. Excusez, je vais me mettre un timer. Là, je suis pas en train de texter personne. Bon, voilà. Euh, Dossier noir de la déscolarisation, qu'est-ce que c'est? En fait, un dossier noir, peut-être juste mettre la table, c'est hein, un outil de sensibilisation, de mobilisation. Donc, le dossier noir de la déscolarisation va être très prochainement publié, partagé largement, on l'espère, là, par le Comité pour le droit à la scolarisation, qui est un comité finalement qui est porté en ce moment par la Ligue des droits et libertés, section de Québec. Patrice, qui est le coordonnateur, avec qui finalement je partage la tribune aujourd'hui, pour en dire plus long tantôt. Donc, un dossier noir, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de plateforme, un outil qui rassemble des cas qui sont touchés par un problème, une injustice particulière, en fait, qui illustre finalement cette situation-là et à partir duquel, à partir desquels, de ces cas-là, on peut tirer des constats communs. Donc, ce dossier noir-là, dont on parle aujourd'hui, dont on résume un peu le contenu, se base sur une recherche-action que j'ai portée en collaboration là, avec Marie-Ève Carrier-Moisan, qui est une collègue, une complice de longue date pour moi, qui est à l'Université de Carleton, et Josiane Proto, qui est maintenant coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés, section de Québec, mais aussi avec un comité de parents membres d'Autisme Québec et plusieurs intervenantes là, finalement de l'organisme qui ont soutenu le projet. Donc, c'est une recherche qui a vraiment nourri le développement de l'analyse et du plaidoyer du comité. C'est une recherche aussi qui a fourni un genre de matériau de base pour déployer ou tester des analyses basées sur le droit et sur les droits. Donc, on parle de droit administratif, toute la question d'équité procédurale, de contrôle judiciaire par rapport à la déscolarisation, mais aussi les droits humains ou droits de la personne, là, dépendamment des terminologies qu'on préfère, notamment le droit à l'éducation, le droit à l'égalité, le droit des personnes handicapées. Donc, c'est un peu ça l'idée du dossier noir, c'est de vraiment mettre de l'avant ces matériaux-là qui sont sortis dès cette recherche-là.
Pour ma part, je vais plus parler un peu de la recherche puis de ces constats Patrice va plus parler un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire pour le comité puis des suites du comité. Ça te va-tu, Patrice? C'est bon? OK, cool. Euh, donc, pourquoi on a fait cette recherche-là au départ, à l'origine? Ce qu'on observait, c'était plusieurs situations finalement dans lesquelles des élèves étaient exclus de l'école. Donc, l'école décidait de retirer des élèves pour des périodes plus ou moins longues ou alors ben, de réduire le temps de scolarisation ou de scolariser à la maison, d'envoyer des éducateurs et éducatrices de l'école à raison de quelques heures semaine. Ces situations-là touchaient, ben, touchent encore des élèves qu'on dit à besoins particuliers. Je mets des guillemets parce que c'est une expression un petit peu valise, là, qui n'est pas très précise, mais qui peut être très pratique par ailleurs. Donc, ça touchait des élèves le plus souvent neurodivergents ou neurodivergentes. Donc, ce que ça veut dire, c'est notamment des élèves autistes ou des élèves sur le spectre de l'autisme, des élèves avec une déficience intellectuelle, des élèves avec bon, un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, là, le fameux TDAH, des élèves Gilles de la Tourette, des élèves en fait de qui finalement la différence va se situer majoritairement sur le plan cognitif, le plan comportemental. Donc, à ce moment-là, on entendait parler, à ce moment-là, ça fait quelques années, là, ce que je dis là, 2021-2022, donc on entendait parler de ce genre de situation-là de temps en temps dans les médias. De façon très individualisée. Donc, les titres qu'on voit à l'écran, on est vraiment dans l'histoire individuelle. Une élève, une fillette, une mère se bat, sa fille. Donc, c'est des choses qui nous indignent. On voit l'injustice de ça. On a une grande sympathie pour les personnes touchées, mais on reste quand même sur le plan de l'anecdote. Euh, les gens du milieu, évidemment, ben, les groupes communautaires, les groupes de base, les organismes de défense de droits, comme notamment nos amis de la Fédération québécoise de l'autisme ou de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, en fait, ils parlaient déjà de cet enjeu-là. Ils savaient que c'était pas des cas isolés. Et pour les parents, dans le fond, les familles qui vivent ces situations-là, le fait qu'on parle de ces situations-là de façon très individualisée contribue en fait au sentiment d'isolement, hein, d'être la seule personne à vivre ça, ce qui nourrit un sentiment finalement d'impuissance, un sentiment de très grande injustice, un sentiment de trahison et d'abandon généralisé. Donc, euh, la recherche visait finalement à briser cet isolement-là, à faire émerger une autre version de ce problème-là, qui sortirait d'une logique finalement de collection des exceptions, hein, ou de collection des circonstances individuelles exceptionnelles, là, et qui mettrait l'accent sur ce qu'il y a de collectif et de structurel dans ces expériences-là de déscolarisation. Donc, on voulait passer d'un problème individuel à un problème collectif ou un problème social. Donc, à l'écran, ce que vous voyez, c'est l'affiche là, pour la première rencontre de ce qui allait devenir une sorte de comité de suivi de la recherche. Là. Donc, on voit le titre Agir ensemble. Hein, donc, déjà, l'idée de briser l'isolement, sortir de cette logique individualisée-là. Et les objectifs aussi visaient vraiment à collectiviser ce problème-là. Donc, bonifier la compréhension, ici, lire, développer une compréhension commune de qu'est-ce que c'est la déscolarisation, développer une compréhension des écueils communs dans les trajectoires. Donc, qu'est-ce qui va fragiliser finalement la fréquentation scolaire et une compréhension des impacts, donc des impacts qui reviennent souvent malheureusement d'un élève et d'une famille à l'autre. Euh, donc, pendant ce temps, pendant qu'on réfléchissait à ça, à cette situation-là, c'était le début aussi des démarches de la part du ministère de l'Éducation du Québec de dénombrer finalement les élèves qui vivaient des bris de services scolaires dans les écoles du Québec. Donc, on a eu un premier rapport qui a été publié en 2021. Il y a eu un autre rapport en 2022 qui a été rendu public suite à une question de l'opposition officielle lors des études de crédit. Suite à ça, on a surtout obtenu une partie des résultats de ces démarches-là par demande d'accès à l'information.
donc dans lesquels on n'a pas nécessairement toutes les informations ou les informations aussi bien ventilées que dans un rapport publié. Et on a des fois moins accès à l'information méthodologique, ce qui est un peu un problème. Mais bon, au moins, on a ces démarches-là en cours. C'est un premier pas hein, qui est vers la documentation de ce problème-là. Euh, à certains égards, c'est un exercice qui est quand même insatisfaisant, notamment sur le plan méthodologique là, de la collecte des données. Je ne rentrerai pas, en fait, on pourra en reparler pendant la période d'échange si ça vous intéresse, mais il y a quand même certains écueils importants. Euh, mais pour le comité, ça a quand même été un exercice aidant de la part du ministère, quand même que ça serait juste parce que ça nous a donné un repère finalement à partir duquel on pouvait se positionner. Et là, je rentre un peu dans les constats de la recherche. Ben, en fait, un des premiers constats de la recherche, c'est que le bris de service, qu'est-ce qui constitue un bris de service? C'est très large et c'est beaucoup plus large, en fait, que ce qui est pris en compte dans la définition retenue par le ministère pour orienter les démarches de dénombrement. Donc, ce qu'on voit à l'écran ici, bon, c'est un peu une description là, de la définition retenue. On voit, bon, inclut les situations de fréquentation scolaire réduite ou interrompue, ça va, on est d'accord. Maintenant, quand on rentre dans les exclusions, on voit notamment les arrêts ponctuels de scolarisation de moins de 2 semaines consécutives et les situations de scolarisation à temps partiel lorsque celles-ci, bon, sont convenues dans le cadre d'un plan d'intervention. Donc, pour nous, déjà là, il y a une cloche qui sonne à partir, encore une fois, des constats de notre recherche. Parce qu'au-delà, bon, des problèmes dont je parlais tantôt par rapport à la cueillette de données, il y a ce qu'on cherche même dans cette démarche de dénombrement, ce qu'on va dénombrer au départ, ce n'est pas adéquat pour traduire la réalité de la déscolarisation. Et là, pour illustrer ce point-là, je vous propose quelques trajectoires de déscolarisation qu'on a recueillies dans la recherche. Donc, ce que vous voyez, bon, il y a à droite, il y a un genre de graphique maison, là, où on voit finalement l'intensité du bris dans le temps. Donc, ce qui est en haut du graphique, c'est des moments où le bris est particulièrement intense et que la scolarisation est particulièrement compromise, OK? Et la trajectoire arrête, dans le fond, au moment où l'histoire nous a été racontée. On ne sait pas finalement la suite, de quoi l'avenir a été fait finalement. Donc, notre première trajectoire, ben, c'est celle-là d'une jeune. Évidemment, tous les noms ont été changés, les informations d'identification ont tous été changées. Donc, notre première trajectoire, c'est celle de Julia, une enfant de 6 ans qui est en première année, qui fréquente une classe régulière. Donc, au mois d'octobre, on a un retrait complet. Donc, la direction appelle pour dire, OK, Julia, ça ne fonctionne pas du tout, elle doit être retirée le temps qu'on se revire de bord. C'est souvent, ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans les trajectoires, là, ce moment-là de, OK, ça ne fonctionne plus, on a besoin d'un temps pour se revirer de bord. Donc, là, on parle de 3 semaines de retrait. Les mois d'octobre et novembre sont souvent aussi quand même assez fragiles. Donc, premier retrait, novembre, ici, premier plan de réintégration. Donc, ce qu'on dit dans le plan de réintégration, c'est qu'on va reprendre Julia, mais à la condition qu'on puisse appeler à la maison si ça ne va pas et que là, vous veniez la chercher. Donc, des appels quotidiens à la maison pour venir chercher Julia, habituellement vers 9h30, pas de soutien scolaire à la maison. Ensuite, donc, on voit les petits carrés là, sur le graphique représentent chacun de ces points-là. Octobre, complètement déscolarisé. Novembre, on a un premier plan de réintégration où est-ce que une fréquentation, oui, quotidienne, mais très, très limitée et très précaire aussi. On ne sait jamais quand est-ce que le téléphone va sonner. Donc, janvier, deuxième plan de réintégration, on scolarise le matin. Et mars, réintégration de la classe à temps plein, pas de retour au service de garde. Ensuite, on a une autre situation de celle de Simon. Donc, Simon, un élève de 12 ans qui est au secondaire, fait son primaire et secondaire en classe régulière. La transition au secondaire est plus difficile, comme c'est souvent le cas. Donc, à partir de novembre, premier point sur notre graphique, des appels fréquents pour venir chercher Simon pendant les heures de classe, des communications répétées aux parents qui évoquent la possibilité d'exclusion. Donc, si ça continue à mal aller, je pense que Simon va falloir qu'il soit retiré de l'école.
Premier point au graphique. Deuxième point au graphique, en secondaire 2, en octobre, retrait de la classe, scolarisation en local de retrait, et ce jusqu'aux fêtes. Après janvier, une période de déscolarisation complète. Février, on change d'école, on réintègre à temps partiel, donc on voit l'intensité du bruit qui diminue. Et en avril, ben, on est rendu à une scolarisation stable à 75% du temps. Maintenant, Olivier, un jeune homme de 18 ans, autiste, fait son primaire en classe adaptée, secondaire dans une école à mandat régional. Une école à mandat régional, juste peut-être pour placer pour tout le monde, c'est les services finalement surspécialisés régionaux qui vont accueillir finalement des élèves de d'autres centres de services scolaires des environs pour avoir vraiment là, comme le nom le dit, là, un mandat régional, donc des services surspécialisés en fonction, bon, d'un type de profil particulier. Donc, secondaire 1, encore une fois, transition secondaire qui amène bon, l'autre fragilité. En octobre, réduction de la scolarisation à des demi-journées. Janvier, réduction de la scolarisation à 2 heures par jour. Février, une déscolarisation complète. En mai, on réintègre 45 minutes par jour. Le transport scolaire est retiré, qu'on ne retrouvera jamais. Secondaire 2, on reprend l'année scolaire à une fréquentation de 45 minutes par jour, 2 épisodes de déscolarisation complète pendant l'automne. Et en janvier, on réintègre à raison d'1 heure et demie par jour, 3 jours semaine. Bon, les 5 années suivantes, le temps de scolarisation va augmenter progressivement pour atteindre un plafond de 4 heures et demie par jour. Donc, ici, on voit le graphique de Olivier avec ses différents là, moments donc d'intensité du bruit qui va finalement s'atténuer un petit peu, mais on reste toujours dans une scolarisation précaire. Et finalement, notre dernière trajectoire, qui est celle de Charles, donc un enfant de 10 ans, fait sa maternelle en classe régulière pour 6 jours. Ensuite, on appelle, on dit, OK, ça ne marche pas la maternelle, vous reviendrez l'an prochain. Deuxième maternelle en classe TSA, profil non verbal, ce qui n'était pas du tout en fait le profil de Charles. Donc, en septembre, appel plusieurs fois par semaine pour venir chercher Charles pendant les heures de classe. Ça ne marche pas, venez le chercher. À partir d'octobre, déscolarisation complète. En novembre, on envoie une éducatrice à la maison à raison d'1 heure 3 fois par semaine jusqu'à la fin novembre, où est-ce que ce service-là, finalement, est interrompu. Fin janvier, on change d'école, intègre dans une classe pour troubles du comportement. Ensuite de ça, première année, des appels quotidiens pour venir chercher Charles pendant les heures de classe. Scolarisation réduite à des demi-journées, la perte du transport scolaire. Deuxième année, on change de classe, intégration dans une classe pour troubles d'apprentissage avec déficience intellectuelle. Troisième année, septembre et octobre, des appels quotidiens pour venir chercher Charles. Aussi des appels pour le calmer au téléphone. Donc, on appelle la mère pour dire hey, ça ne va pas, il est en crise, est-ce que tu peux lui parler pour le calmer? Donc, des demandes fréquentes de garder Charles à la maison. Donc, demain, il va manquer X, Y personnes. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, garder Charles à la maison? Ça serait plus facile. En novembre, une hospitalisation. Donc, Charles est à l'hôpital. Et en décembre, un retour à l'école à raison de 3 jours semaine. En quatrième année, là où est-ce que finalement on reçoit l'histoire, on est en intégration en classe TSA. Donc, voici, encore une fois, le graphique de Charles, de l'intensité du bruit, bon, qui se déploie dans le temps. Ce qu'on voit, si on met tous ces trajectoires-là ensemble, c'est qu'en fait, ben, les trajectoires sont très variées. Hein? On parle d'enfants d'âges différents, on parle de diagnostics différents, on parle de milieux scolaires aussi différents. On est autant en classe régulière qu'en classe adaptée ou qu'en école spécialisée. Mais ils sont variés aussi parce qu'ils présentent un éventail large de situations d'exclusion de plus ou moins grande intensité à plus ou moins long terme qui s'additionnent finalement dans une expérience globale de déscolarisation. Donc, pour bien reconnaître l'amplitude de ces trajectoires-là, c'est impératif de porter attention à 2 choses. D'une part, le type et l'intensité du bruit. On parle d'intensité plus élevée, hein, comme le retrait complet. Ici, sur le graphique en rouge, vous voyez là, les moments qui sont considérés
finalement comme un bris de service scolaire, selon la définition du ministère, donc au-delà de vraiment un retrait complet, au-delà de 2 semaines. Mais ce qui est constitutif du bris, c'est aussi des périodes de très grande précarité, notamment les moments de demande répétés plusieurs fois par semaine, voire au quotidien, pour venir chercher l'élève ou pour le garder à la maison ou la garder à la maison le lendemain, qui finalement reviennent à une exclusion aussi. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les exclusions des services associés à l'école. Donc, les services comme le service de garde et le service de transport scolaire qui vont grandement contribuer à fragiliser l'accès à l'école. L'autre chose qu'on doit vraiment bien reconnaître, c'est la question du temps, la temporalité. Hein? Comment est-ce que c'est l'ensemble de cette trajectoire-là qui s'échelonne donc sur des semaines, des mois, des années? Toute cette trajectoire-là est constitutive du bris. Okay? Donc, c'est pour ça que au Comité pour le droit à la scolarisation, ce qu'on revendique, c'est vraiment l'adoption d'une définition du bris de service scolaire qui inclurait autant les épisodes de scolarisation partielle précaire, les exclusions de services de garde, du transport scolaire, et qui reconnaîtrait cet échelonnement-là dans le temps. Au comité, on va mobiliser souvent le langage du droit à l'éducation. On va parler de la déscolarisation comme une atteinte au droit à l'éducation, envers lequel, en fait, on s'est engagé collectivement envers ce droit-là, que ça soit à travers, bon, des engagements internationaux, des lois, des politiques à l'interne, mais aussi toute la démarche, finalement, d'imagination, d'idéation, d'utopie collective qui a mené, finalement, au rapport parent, à la démocratisation de l'éducation au Québec. Tu sais. Puis bon, j'ai hâte de chauffer le poil, là, mais c'est quand même l'orientation qu'on s'est donnée collectivement, qui s'inscrit dans ces principes-là du droit à l'éducation, comme on le voit à l'écran. Puis là, je suis vraiment dans les terres de Christine. Alors peut-être que Christine, tantôt, pourra ajouter, complémenter ou corriger même ce que je suis en train de dire là. Mais ce qu'on comprend du droit à l'éducation, c'est que c'est vraiment cette idée-là de droit générique d'autres droits, donc une clé de réalisation d'autres droits, que ce soit bon, la santé, le niveau de vie suffisant, les droits démocratiques, tout ça, mais aussi plus largement le développement de la personnalité humaine, le sens de la dignité humaine. Donc, qui a une portée évidemment individuelle, mais aussi collective, qui jette les bases d'une société dans laquelle finalement tous et toutes sont invités à participer, sont invités à la table, sont invités à se comprendre, à se connaître, à se reconnaître. Et sans parler, ben, en fait, de la portée transformative sur le plan de la réduction des inégalités. Donc, c'est ça un peu notre espèce d'idéal. Et pourquoi on parle de ça? Euh, Ça peut avoir l'air très ésotérique de parler en termes de droit à l'éducation, mais ça permet finalement d'élever un peu le débat. Ça permet de placer les attentes qu'on a envers l'éducation, les attentes qu'on s'est données. Et ça permet aussi, pour le comité, de façon très pragmatique, de se donner un langage commun, hein, que c'est un grand défi des fois pour ce type de mobilisation-là. Où est-ce que les aspirations finalement des individus, des familles vont différer largement de qu'est-ce qui constitue, vers quoi qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qui est pour nous une vie bonne, va pouvoir varier d'une personne à l'autre, mais de se donner ce langage-là, de qu'est-ce qu'on attend de l'éducation, ben ça nous permet de créer du commun entre nous. Ça nous permet aussi de penser, en fait, aux atteintes à l'éducation qui sont causées par la déscolarisation de façon plus large, qui dépassent hein, le nombre de minutes passées en classe ou pas. Ça nous permet, en fait, notamment de regarder, bon, dans le rapport du MEC, la description des bris de service et de lire dans cette description-là une normalisation, finalement, des atteintes aux droits, de l'atteinte au droit à l'éducation. Donc, à l'écran, ce que vous voyez, c'est justement une description des bris de service où est-ce qu'on dit, ben, les élèves vivant un bris de service sont ceux qui, pour de multiples motifs, voient leur temps de présence à l'école réduit ou interrompu en raison de besoins qui dépassent la mission de l'école et l'organisation des services en milieu scolaire. Donc, en temps normal, ces motifs peuvent être liés au handicap ou à la condition de l'élève, ainsi qu'à l'absence de facteurs environnementaux favorisant une scolarisation en bonne et due forme. Les manifestations comportementales qui représentent un danger pour l'élève ou pour les autres en sont des exemples concrets. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on nous dit ici, c'est que d'une part, ben, il y a certains élèves, certaines élèves qui se trouvent
au-delà, en fait, de la mission de l'école pour des motifs qui peuvent être liés au handicap. Donc, en partant, c'est un aveu d'échec. C'est de dire, il y a des élèves qui vont être exclus de l'école en raison du handicap. C'est aussi de dire que les motifs d'exclusion peuvent être liés à des facteurs environnementaux ou l'absence de facteurs environnementaux, en fait, qui favorisent la scolarisation. Donc, encore une fois, c'est un autre aveu d'échec, en fait, dans lequel on normalise ce qui est. On normalise ce qui est, c'est-à-dire des facteurs inadéquats pour scolariser tout le monde, ce qui va directement, encore une fois, à l'encontre des engagements envers le droit à l'éducation dont je viens de parler, et comment ça se traduit dans la loi sur l'instruction publique, dans la politique de l'adaptation scolaire qui, en fait, a été adoptée dans le temps, on n'est pas une ironie près, dans le temps où est-ce que François Legault était ministre de l'Éducation. Donc, ce qu'on voit aussi dans cette description-là, c'est vraiment un certain flou, en fait, sur ben, c'est quoi les besoins finalement qui dépassent la mission de l'école. Et ça, ben, ça ouvre la porte, en fait, à toutes sortes de notions aussi floues, des notions vagues, des notions arbitraires, comme par exemple celle des exigences de l'école. Euh, En fait, dans les trajectoires qu'on a recueillies, l'idée des exigences de l'école, euh, c'est souvent une des raisons clés là, pour justifier ben, pourquoi l'élève est déscolarisé, c'est parce qu'il ne remplit pas les exigences de l'école. Et ce qu'on constate un peu, c'est que les exigences de l'école, c'est une notion à géométrie variable, finalement, qui est modulée, encore une fois, en fonction de ce qui est, en fonction de ben, c'est quoi les conditions dans l'école à ce moment-ci. Donc, encore une fois, ce qu'on a sur la table vient moduler comment on va réaliser le droit plutôt que d'avoir ben, ces objectifs-là qui guideraient finalement qu'est-ce qu'on doit mettre sur la table pour y répondre. Ce qu'on constate aussi, c'est que les élèves déscolarisés, leurs parents, vont vivre énormément de pathologisation. Hein? Pathologisation, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des discours répétés de toutes sortes d'endroits, comme de quoi ben, leurs enfants et eux et elles comme parents, dans bien des cas, les comportements de leurs enfants, les profils de fonctionnement, leur façon d'être au monde est pathologique. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est pas bien, qui est pathologique, hein, comme qui est mal, qui est désadapté, inadapté, dysfonctionnel, qui présente un risque, donc pour les autres et pour la société en général. Donc, l'atteinte au droit va être justifiée au nom de cette pathologie-là et au nom de ce risque-là que les élèves présenteraient. Donc, les parents vont recevoir des communications chargées, extrêmement chargées. On voit à l'écran certaines citations dit ben, tu te fais dire du jour au lendemain, ton enfant est un monstre, il ne fonctionne pas en société. Euh, Toujours, on m'appelait pour me dire, on utilise le mot violent, il est agressif, il est violent, c'est le cas le plus difficile de l'école. Euh, donc, c'est des messages, encore une fois, très chargés et qui se transposent finalement, qui est nourri aussi par un discours public plus large autour de ces élèves-là. Fait que là, j'attire votre attention sur la photo à l'écran qui est tirée d'un article qui a été publié dans le Journal de Québec. Donc, sur la photo d'en avant, ce qu'on voit, c'est des élèves dits à besoins particuliers. Donc, ils sont illustrés par des gros bureaux rouges, là. Tu sais, où est-ce qu'on met de l'avant, là, des crises fréquentes, les risques de désorganisation, tout ça. Et c'est comme si ces gros bureaux rouges-là, sur l'image, en fait, ils emprisonnent derrière eux les petits bureaux verts qui représentent les enfants dits normaux. Donc, ce qu'on voit, c'est comme s'il y a une grosse barrière là, de ces bureaux rouges-là qui représentent finalement ces élèves-là et qui empêchent les élèves en arrière, les petits bureaux verts, d'accéder à la professeure, qui empêchent les autres finalement d'accéder à l'éducation. Donc, ce qu'on illustre avec cette image-là, c'est que la présence des élèves, encore une fois, dits à besoins particuliers, va représenter une compromission des droits des autres. Hein? Et c'est une compromission des droits des autres, autant à l'apprentissage, mais aussi les droits à des conditions de travail justes et raisonnables, comme on voit le titre de l'élève, une élève sur deux en difficulté, les profs à bout de souffle. Donc, on voit que les élèves vont vraiment compromettre finalement les conditions de travail des professeurs. Donc, cette idée-là
est ancré des fois dans peut-être un stéréotype qu'on a, une espèce d'élève de paille quand on parle de déscolarisation. Le type de réponse qu'on reçoit souvent, c'est ben oui, mais tu sais, moi, j'ai entendu parler de cette histoire-là d'une petite fille à l'école que ça prenait trois intervenants en habit de combat pour la contenir. Donc, tu sais, vraiment cette idée-là de, encore une fois, c'est des élèves qui présentent, qui sont ingérables, qui sont violents, qui sont agressifs, les pires élèves de l'école. Et ben ça, pour nous, en fait, il y a quelque chose d'intéressant là parce que c'est très loin de ce qui ressort des constats de la recherche, comme on a vu tantôt, la grande variabilité, la grande variété, en fait, des élèves touchés par les bris de service. Et c'est ça. Donc, cette pathologisation-là des élèves, l'accent sur les profils individuels qui justifieraient l'exclusion, nuit, du point de vue du comité, à ce qu'on mette le curseur à la bonne place, c'est-à-dire sur les conditions de scolarisation des élèves, sur les conditions de travail du personnel scolaire aussi, tu sais. Alors qu'on est face, finalement, en ce moment, à un consensus social quand même assez impressionnant des associations professionnelles, des groupes de défense de droits, des mouvements larges, tout le monde, en fait, s'entend pour dire que l'école est en crise en ce moment. Ici, à l'écran, je vous ai mis une lettre qu'on a obtenue par demande d'accès à l'information de la part d'un directeur général du Centre de services scolaires des découvreurs, donc à la sous-ministre adjointe aux soutiens élèves. Et le directeur général dit, ben, en fait, considérant les ressources qui sont déployées actuellement, on partage une grande inquiétude quant à notre capacité à accueillir le nombre d'élèves actuels dans nos services régionaux ou suprarégionaux. Donc, on parle ici des écoles à mandat régional dont je parlais tantôt. Donc, un refus d'ajustement financier va entraîner une situation très délicate auprès du personnel et des parents qui vont se voir inévitablement réduire le niveau de service offert. Et ben, cette situation-là de sous-financement-là, elle est similaire pour d'autres centres de services scolaires. Donc, c'est pas nous qui disons ça, c'est vraiment le directeur général de ce centre de services scolaires-là. On entend le même son de cloche là, de la part du protecteur du citoyen qui a publié dans son rapport L'élève avant tout en 2022 les difficultés, les temps d'attente déraisonnables pour l'accès à des services adaptés en classe régulière. Donc, on est vraiment dans cette situation de conditions érodées. Mais on continue à parler d'élèves en situation complexe. Hein? C'est ça le titre du rapport de dénombrement, élèves en situation complexe, vivant ou ayant vécu un bris de service. Donc, on peut se demander, ben, en fait, la complexité, elle est où? C'est quoi le centre de complexité là-dedans? Et ça, sans nier, encore une fois, les grands besoins, les profils, les grands défis qui viennent avec les traits, les besoins particuliers de certains élèves, mais il y a certainement une complexité qui vient aussi finalement de cette érosion des services-là, des ressources et d'un abandon vécu de la part finalement des institutions. Donc, au quotidien, comment est-ce que ça peut se traduire pour la déscolarisation? C'est que on a des milieux où est-ce que on exige finalement de la part des élèves de s'adapter hein, à des milieux qui sont pas nécessairement très stables, qui correspondent pas nécessairement à leur profil de fonctionnement, et que c'est ça finalement les exigences de l'école. C'est la cible finalement à atteindre pour fréquenter l'école pour pouvoir voir réaliser son droit à l'éducation qui est finalement rendu un droit conditionnel. Donc, ça nous amène tout ça, ou ça nourrit ou c'est nourri, allons savoir, mais une dévalorisation des apprentissages possibles par ces élèves-là. Et ça nous ramène, c'est ça, à cette idée ben, de à quoi ça sert l'école finalement. Est-ce qu'on est dans une logique, encore une fois, un peu de droit à l'éducation, ou est-ce qu'on parle, encore une fois, de développement de la personnalité, développement de épanouissement de soi, de sa dignité, d'inclusion sociale, de participation à la grande conversation collective, ou est-ce qu'on est plus dans une logique de, finalement, développer des compétences en vue d'occuper un travail, qu'il soit salarié ou non. Et là, ben, je mets à l'écran un peu deux versions. Tu sais, ici, on a la version d'une direction d'une école de la région de Québec qui dit, ben, les parents reviennent souvent que la scolarisation, c'est une loi, tout le monde a le droit d'être scolarisé, mais tu sais, pas à n'importe quel prix. Puis quand l'élève n'est pas disponible aux apprentissages,
Tu sais, quand je parle d'apprentissage, c'est placer les bonnes couleurs, des bonnes formes. Tu sais, on est vraiment dans le préscolaire, là. Fait que déjà ça, si on n'est pas capable de faire des tâches comme ça, ben, vous comprendrez qu'on est limité à les accueillir. Donc, tu sais, encore une fois, je parlais de droit conditionnel à capacité d'adaptation, mais aussi peut-être finalement à des apprentissages qui valent la peine, entre guillemets. Et ici, je mets une citation d'une mère, tu sais, un autre point de vue. Il dit, ben, finalement, ma fille, elle a eu très peu accès à de l'enseignement. Tu sais, très, très peu. Là. Même quand elle a eu de l'enseignement à la maison, ma fille, elle aimait ça, l'anglais. Ben, ils donnaient pas d'anglais. On n'a pas de personnel qui vient faire de l'anglais, madame, on n'en a pas. Donc, même dans les écoles qui enseignent le programme de formation de l'École québécoise, elle n'a pas vraiment eu accès, finalement, à l'éducation. Et ça nous laisse, tu sais, collectivement, avec cette question-là, dans le fond, est-ce que ça vaut vraiment la peine, finalement, de scolariser ces enfants-là? Donc, là-dessus, ben, je passe la POC à Patrice. Bonjour. Patrick, je me rends compte, ben oui, on va changer de ton un peu. Je me dis, ça aurait peut-être été bon d'avoir une période de questions à ce moment-ci, puis on continue. Mais en tout cas, je vais y aller avec mon bout. Vous essaierez de vous souvenir, là, de prenez en note les questions que vous pourriez avoir sur la première partie de Laurence. Merci bien, Laurence. Donc oui, Patrice, responsable de la coordination du comité pour le droit à la scolarisation depuis un an. J'arrive, là, c'est nouveau que je sois salarié de l'organisation, mais je suis dans le comité pas mal depuis les tout débuts. Euh, Partage d'écran, oui. Donc, c'est à peu près comme Laurence en parlait en 2021 que ça a commencé à partir d'une situation vécue. Ben oui, ils ne sont pas tombés sur la bonne personne, là, dans le fond, c'est situation vécue ben, par Laurence, mais aussi qui s'est rendu compte que il y a donc même beaucoup de parents qui vivent cette situation-là. Mon enfant qui est déscolarisé pour des périodes plus ou moins longues. Là, on a entendu parler du projet de recherche. Au fil du travail, ben, il y a des alliances qui sont développées. Tout ça, ça en est venu à constituer un comité qui en est venu à se constituer présentement, qui comprend des chercheurs, chercheuses, dont Christine Vézina, ouais, qui est ici dans la salle, là, qui va animer la dernière partie, des représentantes de groupes communautaires de Vivre Grand, d'Autisme Québec, qui sont présentement sur le comité, des parents, des alliés, peut-être une douzaine de personnes. La Ligue des droits et libertés, la section de Québec, Laurence l'a mentionné tout à l'heure aussi, qui soutient ben, pas mal, en tout cas depuis longtemps, les travaux du comité, qui a financé une partie de ses activités. Une nouveauté pour nous, c'est que depuis un an, un peu plus qu'un an, on a du financement de Centraide. Et puis, c'est ça qui a permis, dans le fond, de consolider les bases du comité. On est même en voie d'incorporation. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Tout ça, un comité, évidemment, ben, c'est pas pour le fun, pour se donner les moyens d'agir. Euh, Là, présentement, on s'entend autour sur la mission. Attendez un peu. Bon, excusez-moi, j'ai quitté le. Bon. OK. Sur la mission, porter la question du droit à l'éducation et à la scolarisation des élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Je ne suis pas sûr que Laurence, tout à l'heure, pris le temps de nous a donné cette définition-là. C'est un peu la définition qu'utilise le ministère de l'Éducation. C'est pour ça qu'on parle beaucoup en termes d'élèves HDAA. Dans la région de Québec, j'ai envie de dire dans la grande région de Québec, puis tout ça dans une perspective d'inclusion, de réduction des inégalités. Donc, ce qui nous pousse à agir, le Comité pour le droit à la scolarisation, il y en a été question dans la première partie. Oui, il y a un déni de droit évident. Euh, pour les élèves en situation de handicap, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, alors que le Québec adhère au PIDESC, que la Charte des droits et libertés protège les élèves contre la discrimination basée sur le handicap, alors que la loi sur l'instruction publique oblige l'État à fournir des services éducatifs qui répondent aux besoins individuels des élèves HDAA. Euh, le protecteur national de l'élève, qui est une nouvelle institution, dans le fond, en février dernier, son premier rapport d'activité annuelle a été publié. Et là-dedans, il y a une citation qu'on a retenue qui nous, dans le fond, qui nous sert un peu de guide, si on veut. Peu importe l'âge de l'élève, la réalité avec laquelle il compose, chaque situation de bris de service ou de scolarisation le prive de son droit au service d'enseignement prévu à la loi sur l'instruction publique.
Ces événements sont chaque fois préoccupants pour le protecteur national de l'élève, car leurs impacts sont souvent majeurs pour les élèves et leurs parents. Et ça, c'est pas rien, tous les moyens nécessaires doivent être entrepris pour assurer la scolarisation des élèves. On ne prétend pas que c'est toujours facile d'assurer la scolarisation des élèves, mais on a l'impression que tous les moyens nécessaires ne sont pas toujours utilisés dans plusieurs situations. Euh, OK. Ce qui nous pousse à agir, c'est que la question des bris de scolarisation, oui, c'est une question de déni de droit, mais ça a aussi des impacts très lourds sur les enfants, sur les parents, l'ensemble de la société. On sait que l'école est censée offrir des services qui ne sont pas nécessairement disponibles à la maison quand l'enfant est renvoyé chez lui. C'est pas les parents ne peuvent pas s'improviser professeurs, donc ça peut entraîner des retards scolaires, l'exclusion vécue par les enfants qui se sentent traités différemment par l'école, qui peuvent subir de l'intimidation, perdre leurs amis, vivre beaucoup d'isolement, développer de l'anxiété par rapport à l'école. Il y en a beaucoup qui ont perdu la motivation à aller à l'école. Il y a eu des cas de dépression. En tout cas, ça peut prendre différentes formes. Donc, les impacts sur les enfants, impacts sur les parents, sur leur santé physique et mentale, impacts socio-économiques. Dans une grande majorité des cas, on l'a vu que les personnes qui ont passé les entrevues pour le projet de recherche, là, Agir ensemble, en très, très grande majorité, c'est des femmes qui sont touchées, qui vont s'occuper des enfants qui sont déscolarisés, vont s'en occuper à la maison. Donc ici, on a pris quelques extraits de témoignages de parents qu'on va retrouver dans le dossier noir là, qui devrait sortir sous peu. Bon, là. OK. Ça, c'est le témoignage de Vanessa, mère de Charles. C'est pas juste la scolarité que ça touche, c'est l'état mental des parents. J'ai développé un trouble anxieux parce que chaque fois que mon téléphone sonnait, j'avais peur que ce soit l'école. Je voyais le numéro de l'école, puis là, je sentais ma crise de panique monter. Faut que tu gardes le sourire aussi pour tes enfants. Faut que tu essaies de garder le cap. C'est pas toujours facile. J'ai toujours eu l'impression d'être dans un combat de boxe continuel. Là, on s'entend, c'est un extrait de témoignage, il n'y a pas toute l'histoire qui vient avec, mais c'est pour vous donner un aperçu un peu de ce que ça peut faire, de ce que peuvent ressentir les parents qui sont aux prises avec des situations de déscolarisation. L'histoire complète, comme je disais, ça va venir plus dans le dossier noir. Isabelle, mère de Julien, souvent j'étais plus capable de vivre, mais tu continues, tu n'as pas le choix. C'est ça, c'est vraiment de la grande détresse, puis un sentiment de ne pas être à la hauteur. Souvent, je l'ai ressenti. Le sentiment de ne pas en avoir fait assez, de ne pas être assez bonne. Moi, je suis tombé en dépression, ça a envahi toute ma vie. Je voulais plus sortir. Ah, c'est encore Isabelle. J'avais pas remarqué. Mère de Julien, j'aurais aimé ça rencontrer des familles qui vivaient la même chose que moi parce qu'on est tellement isolés dans tout ça. J'avais plus de réseau d'amis parce que ça prenait ma vie au complet. Rosita, moi, tout ce temps-là, j'étais sans job. Je vivais de l'isolement à la maison parce qu'à un moment donné, j'avais pas autre chose dans ma vie. J'avais pas de boulot. J'avais pas des amis. En ce moment, j'ai pas beaucoup d'amis non plus. Je trouve ça encore super plate. José, mère de Loïc, ça fait depuis 3 ans que j'en arrache, que j'ai souvent Loïc à la maison. Et là, ben là, on peut dire que là, ça fait depuis octobre 2021 que je l'ai à temps plein constamment avec moi, sans répit, sans rien. J'ai pas de conjoint, je suis toute seule. Mes parents sont vieux, ils s'occupent pas de jeunes enfants. J'ai pas de frères et sœurs ici, donc je suis c'est moi. Une dernière. France, mère de Maxime, c'est sûr qu'il fallait que je travaille plus tard le soir pour compenser mes heures. Là, on parle ici plus des impacts professionnels, impacts financiers. Puis c'est mon ex-conjoint qui, lui, finissait plutôt de travailler. Ça passait très mal au niveau de son travail. Vanessa, mère de Charles, j'ai décidé de ne pas retourner au travail parce que je me faisais tellement souvent appeler que mon employeur ne pouvait plus m'accepter. J'étais infirmière auxiliaire, je ne pouvais pas me permettre de manquer du travail autant que ça. Pour l'instant, j'ai vraiment mis ma carrière sur la glace. Euh, Sinon, qu'on parle des impacts, on voyait, bon, c'est un peu un aperçu des impacts que peuvent avoir les bris de scolarisation, l'exclusion scolaire sur les parents. Évidemment, ça a des impacts sur toute la société aussi. On sait que la mission de l'École québécoise, c'est d'instruire, socialiser, qualifier.
L'école est censée nous apprendre à vivre avec les autres, accepter la différence, à vivre en société. Ça, les élèves qui vivent la déscolarisation en sont privés, mais c'est aussi les autres élèves, qu'on pourrait dire plus neurotypiques, qui perdent ce contact-là avec des élèves neurodivergents, donc différents. On entend beaucoup parler de l'école à trois vitesses, de la ségrégation scolaire qui nuit à l'égalité des chances. Mais parfois plus entre nous, pour les élèves qu'on exclut de l'école, on se demande s'il ne faudrait pas parler même d'une quatrième vitesse. On se demande vers quel genre de société on va se diriger si de plus en plus on normalise l'exclusion d'une partie de ses membres. Euh, Pourquoi on veut agir aussi, ce qui nous pousse à agir, c'est que c'est un phénomène qui s'aggrave. Ça, ici, on a un aperçu, c'est les statistiques officielles du gouvernement. On était à 1481 en 2021, 2417 l'an dernier. Ça, c'est des chiffres du mois de janvier. Mais on se rappelle que ces statistiques officielles-là, comme nous le disait Laurence, tiennent compte juste d'une partie, d'une petite partie des bris de service, là, les bris de 2 semaines continues ou plus. On n'a pas de données officielles pour l'ensemble des bris de service. On n'a pas les données de l'année en cours, mais tout porte à croire que ça continue de s'aggraver. Si on se fie aux échos qu'on a du terrain, aux sorties des directions d'école, des syndicats, dans les médias, aux témoignages des parents qu'on reçoit, euh, tout porte à croire que le phénomène ne fait que continuer de s'aggraver encore présentement. Phénomène qui s'aggrave, il y a beaucoup de cas qui atterrissent à la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse. Au cours des 2 dernières années, 73% des plaintes reçues par la Commission en lien avec le système d'éducation touchaient des bris de scolarisation. Puis on a hâte de voir, on l'attend dans les prochaines semaines, encore là, le nouveau rapport du protecteur national de l'élève pour voir si encore c'est un des motifs de plainte, les bris de scolarisation qui reviennent le plus souvent. Donc, ce qu'on fait le comité, on y arrive devant tout ça, donc, un peu nos moyens d'action. Oui, la recherche qui se poursuit, travail de recherche, le phénomène de l'exclusion scolaire, les bris de scolarisation, diffusion des résultats par des articles, des animations, des conférences. Euh, il y a un balado qui a été produit, là, c'est pas tant le comité que des membres du comité qui ont produit un balado sur le transport mal adapté, qui est disponible sur notre site Internet. Par rapport à la diffusion des résultats, le comité qui a organisé au printemps 2024 un colloque à l'école de l'abandon. Ça, c'était dans le cadre de la rencontre annuelle de l'Association canadienne Droit et Société. Je parlais du balado. Parmi nos moyens d'action, il y a un registre populaire des bris de scolarisation. On continue d'essayer de documenter le phénomène par nos propres moyens. Oui, ça peut être par des entrevues, mais là, c'est un registre populaire c'est en ligne. Tout le monde est invité à aller consigner l'histoire de déscolarisation qu'il vit. Et puis, nous, il y a des parents là-dedans qu'on va probablement relancer, voir s'il y a des parties de leurs témoignages, de leurs histoires qu'on peut utiliser pour du matériel. Mais en tout cas, pour le moment, la priorité, c'est d'essayer de documenter le phénomène. Différents moyens d'action, intervention dans le débat public, plaidoyer, évidemment répondre à des demandes de journalistes qui commencent à arriver, production de lettres ouvertes. Ici, c'est une lettre au mois d'août dernier, une lettre ouverte qu'on adressait au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. L'exclusion scolaire ne devrait jamais être une option. Cette lettre-là, on est allé la porter à son bureau avec une action de 30, 40 personnes du mouvement Uni pour l'école. À Livy, à son bureau de député, donc on est allé lui porter la lettre. Intervention dans le débat public, évidemment, essayer de faire pression sur les élus, les membres du gouvernement, le ou la ministre, présentement c'est la ministre de l'Éducation. Euh, Pendant la prochaine campagne électorale, c'est sûr qu'on va relancer les différents partis, connaître leur position sur la question.
Ici, à droite, on voit, on a contribué avec la Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM, la CIDU, à la production d'un rapport parallèle qui a été soumis au Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies pour attirer l'attention du comité précisément sur l'enjeu des bris de scolarisation qui sont en augmentation au Québec. Donc, et puis qu'on parle, ben, pourquoi faire pression sur les membres du gouvernement? Évidemment, c'est parce que c'est de là que vient une grosse partie du problème. On parle du manque de financement ou, pour reprendre l'expression consacrée de volonté politique. Euh, Parmi nos moyens d'action, concertation, mobilisation. J'ai parlé du colloque à l'école de l'abandon au printemps 2024. Le printemps dernier, 2025, là, ici à Québec, on a organisé un forum sur le droit à la scolarisation. Une cinquantaine de personnes qui ont participé, beaucoup de parents, de chercheurs, chercheuses, d'intervenants, intervenantes de groupes. Ça, c'était organisé encore avec les groupes qui sont au sein du comité Vivre Grand, Autisme Québec, aussi avec la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, la COMRAD, avec la Ligue des droits et libertés, la section de Québec aussi. Ça, et puis de ça, bon, il y a des constats, des pistes d'action qu'on pourra peut-être partager dans le chat qui en ont découlé. On voulait rencontrer les gens, on trouve le travail de concertation super important parce que, évidemment, on est nouveau, on arrive sur un terrain où il y a différents acteurs, actrices très actifs et dans certains cas depuis longtemps. Donc oui, on veut travailler avec ces organisations-là, des organisations qui travaillent sur le dossier de l'inclusion des élèves, comme on le dit, à besoins particuliers ou HDA. On pense entre autres à la Fédération québécoise de l'autisme, la SQDI, la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers, la Fédération des comités de parents, en tout cas plusieurs autres là, que vous connaissez probablement et que j'oublie. Avec des regroupements régionaux, des groupes de base. On suit toutes les démarches de mouvement comme, oui, on a contribué un peu à des démarches comme Debout pour l'école ou École ensemble et d'autres du genre. Dans tout ça aussi, on veut travailler, on trouve ça important de le rappeler, en solidarité avec le personnel scolaire. Encore là, Laurence en a parlé tout à l'heure, on a un système d'éducation qui est en crise. La situation est difficile pour les personnes qui travaillent dans les écoles, il manque d'espace, de personnel, de financement. Les élèves en prennent pris beaucoup, particulièrement ceux et celles qui se font exclure de l'école, on s'entend. Et ce qu'on croit, nous, c'est que pour que les conditions de scolarisation des élèves HDA s'améliorent, il faut que les conditions de travail du personnel scolaire s'améliorent. Donc, c'est dire que pour faire respecter le droit à l'éducation des élèves, HDA en particulier, il faut faire respecter le droit des conditions de travail justes et raisonnables pour le personnel scolaire. Euh, et ça, on a envie de dire, est-ce que c'est le cœur de... Oui, je pense, oui, c'est le cœur de notre travail, le Comité pour le droit à la scolarisation, tout le travail de soutien aux parents. C'est la base. Euh, L'accueil, l'information aux parents sur leurs droits, sur leurs recours, l'orientation vers les différentes ressources qui sont disponibles, les différentes ressources qui existent. Euh, On invite les parents, oui, à se mettre en action, à participer au comité de parents qui a eu quelques rencontres déjà, mais là, on veut systématiser ça, un comité de parents où les gens peuvent échanger entre eux ou seulement se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre cette situation-là qui est, dans la majorité des cas, complètement anormale. Et puis, dans la future organisation, on parle de l'incorporation à venir là, depuis le début, mais on veut que les parents soient au cœur de l'OBNL à venir. Donc, c'était pour ça l'exclusion scolaire, ça va faire, c'est une petite campagne qu'on menait là, sur les réseaux sociaux, avec l'objectif juste de rappeler aux parents qui vivent ça que c'est pas normal, qu'il y a des moyens qui sont à leur portée. Euh, je pense que ça fait le tour de mon petit bout. Ce sera pas long. Mais oui, ensemble pour le droit à la scolarisation, j'avais envie de dire aussi, oui, il va y avoir de la place pour les parents, mais il va y avoir de la place aussi pour tout le monde. Les représentants, représentantes de groupes, les individus, les alliés qui ont envie de participer à la vie de la future organisation, qui sera plus le comité pour le droit à la scolarisation.
on garde la surprise pour plus tard, là, mais il va y avoir de la place. Il va y avoir il y a déjà des comités qui sont en place, donc c'est une invitation pour plus tard. Et puis, ça irait pour moi pour tout de suite. Euh, partager. Merci beaucoup. Merci Patrice. Merci Laurence pour ces présentations à la fois sur la mise en contexte, l'étude, mais aussi tout le travail du comité. Donc, il y a beaucoup déjà de réactions, de questions dans le chat. Je vais céder la parole à Christine Vézina, qui est professeure titulaire et vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la Faculté de droit de l'Université Laval, pour animer cette période d'échange et de questions. Je vais aussi, comme promis, arrêter l'enregistrement.